Cro-Blanc, Jack London. Chapitre 15. L'ennemi des siens. Si Cro-Blanc avait encore en lui un reste d'amitié pour sa propre race, ce reste disparut entièrement lorsque Mitsa lui confia le poste de chef de file. Lip Lip n'ayant jamais reparu, et pour cause, c'est à lui désormais qu'un combat cette charge. On ne peut mettre à cette place que le plus fort des chiens de la bande. Ce fut à son tour d'être poursuivi par l'équipe hurlante que depuis 3 ans, il étrillait chaque soir. Fuir devant eux le révoltait, mais la loi était dictée par Mitsa et son interminable fouet de caribou. Nul ne devint autant que lui l'ennemi acharné de sa race. Il ne demandait pas de grâce et n'en accordait aucune. Au contraire de la plupart des autres chefs d'attelage, qui à l'étape viennent immédiatement quémander la protection des hommes, il trottait tous les soirs à travers le camp, livrant combat sur combat, et rendant le soir à ses camarades de trait la monnaie des insultes endurées dans la journée. Avant qu'il fût promu à cette place de chef, aucun chien n'osait lui disputer le terrain. Mais maintenant persuadé tous les jours qu'il fuyait devant eux, il croyait chaque soir leur heure venue. Cro-Blanc avait beau chaque soir s'employer à rétablir la vérité, dès qu'il apparaissait dans le camp, il y avait tumulte, il y avait bataille, combat, morsure et balafre réciproque. Finalement, tout air respiré par Cro-Blanc se chargeait à l'instant même de haine et de colère. Lorsque Mitsa criait son ordre d'arrêt, Cro-Blanc n'avançait plus d'un pas, faisant halte à l'instant même. Aussitôt, les chiens se jetaient sur lui. Le long fouet de Mitsa entrait alors en action et les tenait à distance. Les chiens finirent par se le tenir pour dit. Si Cro-Blanc s'arrêtait de lui-même, on avait le droit de l'attaquer. S'il s'arrêtait par ordre, il convenait de le laisser tranquille. De son côté, Cro-Blanc se rendit compte rapidement et ne s'arrêta plus de lui-même. Mitsa était enchanté, son traîneau volait sur la neige. Mais les chiens ne purent jamais prendre l'habitude de laisser tranquille le jeune loup, une fois la journée finie. Chaque soir, à l'étape, ils se ruaient à l'attaque en hurlant, et chaque soir, ils léchaient leurs plaies. N'importe, ils recommençaient le lendemain. Il faut dire qu'en Cro-Blanc, il reconnaissait instinctivement le loup, la bête sauvage haïe, le représentant détesté du wild et de l'inconnu. Et de nouveau, il se précipitait à l'attaque. La seule leçon que les écervelés retinrent, c'est que le jeune loup était infiniment trop redoutable pour être terrassé par un seul adversaire. Il ne l'attaquait qu'en masse. Heureusement, sinon Mitsa n'aurait plus eu d'attelage au matin. Au premier signe de querelle, tous les chiens arrivaient et faisaient bloc. D'un autre côté, Cro-Blanc était devenu trop vif pour eux, trop prudent et trop redoutable, pour qu'ils puissent en venir à bout, ce fût-ce à plusieurs. Ainsi, il se dressait seul contre tous ses frères de race, et cette guerre était si sauvage et si féroce que Castor Gris, tout sauvage et barbare qu'il était lui-même, en était enthousiasmé, mais un peu ébahi. Selon lui, il n'y avait jamais eu sur la terre le pareil de ce terrible Cro-Blanc. Cro-Blanc avait près de 5 ans lorsque Castor Gris entreprit un autre grand voyage. Des bords du Mackenzie aux rives du Yukon et du Porcupine, on garda longtemps le souvenir du massacre de chiens auquel se livra Cro-Blanc. Il y avait là tout un tas de chiens débonnaires et peu batailleurs, qui ne connaissaient nullement l'art de se défendre contre les attaques rapides du jeune loup et perdaient leur temps en cérémonieux préparatifs de bataille. Alors qu'ils en étaient encore à hérisser leur pelage, il était déjà sur eux, sans un avertissement, sans un bruit, et ils étaient déjà frappés à mort qu'ils se préparaient encore au combat. Il était vraiment devenu un terrible champion et un redoutable combattant. Jamais il ne dépassait ses forces. Si le coup bref qu'il portait était manqué, il se retirait en arrière d'un bond aussi rapide que l'avait été son attaque. Comme tous les loups, il répugnait au corps à corps et aux empoignades prolongées. L'important était de se sentir libre, de bondir à son gré sur l'adversaire, de garder l'initiative. Le wild lui avait appris le danger du contact. Cette tactique lui assurait habituellement une victoire rapide et définitive. Mais il arrivait quelquefois que plusieurs chiens solides se réunissent et parviennent à le rosser avant qu'il n'ait pu se dégager. Quelquefois, un chien lui infligeait une profonde morsure en combat singulier, mais c'était infiniment rare. Au cours de l'été, les voyageurs arrivèrent à Fort Yukon.
Castor Gris avait profité des glaces de l'hiver pour traverser les fleuves qui coulent entre le Mackenzie et le Yukon et avait passé le printemps à chasser dans les montagnes. Au printemps, lorsque les fleuves débâclent, il avait construit un canot d'écorce et descendu la rivière Porcupine jusqu'à son confluent avec le Yukon, juste au cercle arctique, là où se dressait le vieux fort de la compagnie de la baie d'Hudson et la bourgade marchande qui l'entoure. Les Indiens y étaient alors nombreux, l'animation extraordinaire et la vie facile. C'était l'été de 1898. La ruée vers l'or du Klondike attirait des milliers d'aventuriers et des migrants qui se dirigeaient vers le nord. Ils étaient encore à des centaines de kilomètres de leur but, et pour beaucoup, le voyage durait déjà depuis plus d'un an. Certains venaient de l'autre côté du monde. C'est là que s'arrêta Castor Gris. Il avait entendu parler de la ruée vers l'or qui l'intéressait médiocrement, mais il apportait avec lui de nombreux ballots de fourrure, de moufles et de mocassins. Il espérait tirer des profits importants de son long voyage. Mais la réalité fut totalement différente de ce qu'il avait cru. Dans ses estimations les plus optimistes, il avait été jusqu'à escompter un profit de 100%. Ce fut 1000% qui s'offrit à lui. Alors, en bon indien, quand il vit cela, il s'installa sans précipitation et avec soin, décidé à passer tout l'été et au besoin l'hiver suivant à Fort Yukon pour tirer le meilleur parti de sa marchandise. Ce fut là que Cro-Blanc vit pour la première fois des hommes blancs. En comparaison des Indiens, ils lui parurent des dieux d'une race supérieure qui possédaient de plus grands pouvoirs que les dieux habituels. De même que les tentes l'avaient frappé dans son enfance comme une manifestation de puissance, la maison et le fort, construits en rondins, le frappèrent comme une manifestation supérieure. Cela, oui, c'était de la puissance. Le pouvoir des dieux blancs était plus grand que le pouvoir de Castor Gris lui-même, qui ne faisait plus maintenant figure que de dieux primitifs et encore enfants. Il les regarda d'abord avec soupçon et se tint à distance en les examinant, veillant à ne pas être remarqué lui-même. Puis voyant qu'aucun mal n'arrivait aux chiens qui les approchaient, il se rapprocha lui-même. De leur côté, les dieux blancs le regardaient avec beaucoup de curiosité, intrigués par son étrange aspect, et le montraient les uns aux autres du doigt. Ses doigts tendus ne disaient rien de bon à Cro-Blanc, et quand l'un des blancs tentait de l'approcher, il montrait les dents et battait en retraite. Aucun ne put poser sa main sur lui, et d'ailleurs aucun n'insista. Il avait l'air bien trop féroce. Cro-Blanc reconnut bientôt que seuls quelques blancs demeuraient à Fort Yukon. Une douzaine tout au plus. Tous les 2 ou 3 jours, un grand bateau à vapeur, autre colossale et stupéfiante manifestation de puissance, arrivait à la jetée et restait là plusieurs heures. Un grand nombre d'autres hommes blancs en descendaient, restaient quelque temps impairs, puis se rembarquaient. Leur nombre paraissait infini. En un seul jour, Cro-Blanc en vit plus qu'il n'avait vu d'Indiens au cours de toute sa vie. Et cela continua les jours qui suivirent, et les jours encore qui suivirent. Mais si les hommes blancs semblaient puissants, il n'en allait pas de même avec leurs chiens. Cela, Cro-Blanc ne tarda pas à le découvrir en se mêlant à ceux qui débarquaient des bateaux avec leurs maîtres. Ils étaient tout à fait extraordinaires. Les uns avec de longues pattes ridicules, les autres avec de petites jambes torses trop courtes pour eux, la plupart avaient une fourrure différente de la sienne, quelques-uns même semblaient ne pas en avoir du tout, tant leurs poils étaient ras. Aucun ne savait se battre. Et étant donné son hostilité pour ceux de sa race, il était fatal que Cro-Blanc eût des bagarres avec les nouveaux venus. Cela ne manqua pas, et il les enveloppa unanimement dans un profond mépris. Il s'agissait en général de braves toutous amicaux et inoffensifs. En cas de rixe, ils s'agitaient beaucoup, aboyant bruyamment en tournant autour de leur adversaire et demandant à la force une victoire que donnent plutôt l'adresse et la ruse. Ils s'élançaient en hurlant sur Cro-Blanc qui les esquivait d'un saut de côté, et ils en étaient encore à se retourner pour revenir à l'attaque, que le jeune loup les avait déjà happés à l'épaule, projetés au sol, et leur portait son coup mortel à la gorge. Puis satisfait, Cro-Blanc se retirait à l'écart, laissant aux chiens des Indiens le soin d'achever leur victime. Car Cro-Blanc était un sage, il savait que les dieux s'irritent lorsqu'on tue leurs chiens, et en cela, les dieux blancs n'étaient pas différents des dieux indiens. Il se mettait donc à l'abri sans attendre que les bâtons, les coups de fouet, les haches et toutes sortes d'objets tranchants ou contondants ne s'abattent sur ses compagnons. Cro-Blanc était rempli de sagesse.
Il avait lieu de s'en féliciter. La colère des dieux blancs était parfois terrible. L'un d'eux, ayant vu son chien, un magnifique setter, déchiré sous ses yeux, sortit son revolver et tira 6 fois de suite, laissant 6 chiens morts ou grièvement blessés. Cette manifestation de puissance impressionna profondément Gros-Blanc, et il ne l'oublia pas. Ce massacre des chiens de passage, qui avait d'abord été pour lui un divertissement occasionnel, devint bientôt son unique occupation. Pendant que Castor Gris tenait boutique et s'occupait à faire fortune, Gros-Blanc désœuvré attendait avec les autres chiens indiens l'arrivée du bateau et dès l'accostage, le jeu commençait. Gros-Blanc était toujours chargé d'allumer la bagarre avec les chiens étrangers. Il y réussissait sans peine, car pour les nouveaux venus plus encore que pour ses compagnons, il représentait la sauvagerie et le loup exécré de génération en génération. Il personnifiait le wild farouche qu'eux-mêmes avaient abandonné et trahi. Venus des douces rives du sud vers les sombres territoires du nord, et si amollis qu'ils fussent, ils ne résistaient pas longtemps à l'impulsion innée qui leur criait d'attaquer Gros-Blanc. Ses compagnons avaient aussi appris un peu de sagesse, et dès qu'ils voyaient des hommes blancs, revenus de leur première surprise, rappeler leurs chiens et courir vers eux, les chiens indiens s'éparpillaient à toute vitesse pour reprendre le jeu au prochain bateau. Fin du chapitre 15.